Ce journal vous est proposé par Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bonsoir. 19h à Kinshasa, l'heure de la grande édition. Bienvenue. Et à la une, nous débutons cette grande édition avec cet élément de l'éducation. Top départ, stylo à main pour les épreuves hors session de l'examen d'État édition 2026 sur toute l'étendue du territoire national. C'est ce lundi 4 mai que la ministre d'État en charge de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Raissa Malou, a donné le go depuis le complexe scolaire Lupio à Gombe, dans la ville, province de Kinshasa. Au moins 350 000 finalistes quinois sont attendus dans les différents centres aménagés à ce sujet. Jovi Lambila pour ce reportage. Scène solennelle ce lundi au complexe scolaire Les Lupio. Mal sécurisé, force de l'ordre, inspecteur en rang, la ministre Raissa Malou dans le coup d'envoi des épreuves de dissertation. Les décors est planté. Derrière le protocole, c'est l'avenir des 350 000 finalistes à Kinshasa et plus d'1 500 000 à travers le pays qui se jouent. Les dispositifs impressionnent, centre bouclé dès 6 h du matin, embouteillage sur le colonel Modiba, fouilles systématiques, téléphone banni, agents anti-fraude déployés. L'État avait montré qu'il tient à son examen. Et il est faux, car chaque fuite, chaque tricherie, c'est la crédibilité du diplôme d'État qui s'effrite. Mais au-delà de mal et des uniformes, il y a 2 élèves, 2 mains qui tremblent sur la feuille, des rêves suspendus à une dissertation. Les calmes de 8h30 cachent des nuits blanches, des années d'efforts, des familles qui misent sur toute cette semaine. Les épreuves continuent jusqu'au 7 mai avec l'oral et la pratique professionnelle. On aura à sécuriser les questions, rester à sécuriser l'avenir de ces jeunes, corriger sans favoritisme, publier sans retard et surtout leur offrir un pays où les diplômes ouvrent encore de portes. Tout le mal du monde ne suffiront pas à protéger l'école congolaise. Dans la même logique, restons dans l'éducation, alors que plus d'1 million de candidats lancent les épreuves hors session de l'examen d'État 2026 à travers la République démocratique du Congo. La situation reste contrastée dans plusieurs zones affectées par l'insécurité. Certains élèves peinent à accéder au centre d'examen, tandis que d'autres composent dans un climat de forte tension. Les épreuves hors session de l'examen d'État 2026 ont officiellement débuté ce lundi 4 mai sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Au total, environ plus de 1 million de candidats finalistes sont attendus dans plus de 3100 centres répartis à travers le pays. Lors du lancement officiel, la ministre de l'Éducation nationale a insisté sur l'ampleur de cette édition, rappelant que ces chiffres traduisent l'ampleur de notre système éducatif et traduisent la responsabilité de l'État de garantir à chaque candidat les mêmes exigences de sérieux, de justice et de transparence. Dans son allocution, la ministre a tenu à adresser un message particulier aux élèves vivant dans les zones affectées par les conflits, les déplacements et les crises. Je pense particulièrement aux élèves vivant dans les zones affectées par les conflits, les déplacements et les crises. En vous présentant ces épreuves, malgré l'adversité, vous affirmiez une chose essentielle. L'éducation doit rester debout, partout et pour tous. L'examen d'État demeure un repère national. Il consacre les efforts accomplis et ouvre la voie vers l'enseignement supérieur, la formation professionnelle, l'emploi, l'innovation et le service à la nation. Un message fort qui met en lumière la résilience de milliers de finalistes confrontés à des défis exceptionnels, mais déterminés à poursuivre leur parcours scolaire. Mais derrière cette mobilisation nationale, une réalité
plus complexe se dessine dans plusieurs zones confrontées à des défis sécuritaires persistants. À ces contraintes s'ajoutent de difficultés de transport de communication compliquant davantage l'acheminement du matériel et la coordination administrative. Malgré ces contextes tendus, des avancées notables sont à signaler. La mise en place d'un corridor humanitaire, fruit d'une médiation internationale, commence à produire des effets concrets. Des malles contenant des items d'examen d'État acheminés depuis Kinshasa ont pu atteindre certaines zones clés, notamment des centres stratégiques comme Beni et Goma. Une évolution significative qui a permis de maintenir la tenue des épreuves dans des zones jusqu'à-là difficiles d'accès. Ce dispositif constitue un levier essentiel pour garantir, autant que possible, la continuité du calendrier scolaire dans un environnement fragile. Kinshasa, lundi 4 mai 2026. IDPS, parti présidentiel, a bâti le PAV lors d'une marche pacifique autorisée par le gouverneur de la ville, province de Kinshasa. Objectif affiché, c'est soutenir les sanctions prises contre l'ex-président Joseph Kabila Kabange, accusé de complicité présumée avec le troupe armé M23 et FC. La population est derrière le chef de l'État, qu'on ne vous trompe pas. Le peuple congolais soutient le chef de l'État, comme le chef l'a dit lui-même, que les ténèbres ne régneront pas toujours. Maintenant, nous sommes en train de voir que notre pays est en train de recouvrer sa souveraineté sur la scène internationale. Présence ici, nous avons accepté de participer dans cette marche. C'était juste pour dire, nous disons oui aux sanctions des États-Unis d'Amérique infligées à M. Hippolyte Kanambe Kazemberebe alias Joseph Kabila, étant qu'hypocrite, étant que scribe, pharisien et sadducéen. Nous disons oui à l'isolement pour toutes les pourfendeurs des intérêts du peuple souverain de la République démocratique du Congo. Nous disons oui à l'usurpation de toutes les forces négatives et bandes armées hors la République démocratique du Congo. Dans une ville confrontée à des énormes embouteillages et des difficultés de transport et voire même les débits des épreuves d'examen d'État, la marche du parti politique Union pour la démocratie et le progrès social IDPS pour soutenir les sanctions contre l'ancien président Joseph Kabila implique dans les atrocités commises par le rebelle du M23 AFC dans l'Est tombe comme une goutte d'eau qui a débordé le vase. Pedro Vuezani, cadre du parti RCC des Barnabé Milangagno, qui tacle sévèrement le pouvoir en place, l'acquise tout de même l'analyse de la ville. Je vous propose de l'écouter dans cet extrait. Vous savez, nous sommes dans une république dirigée par des hommes qui ne savent pas l'essence d'une république, qui ne savent pas comment est-ce qu'une république se gère. Vous êtes un parti au pouvoir qui est d'abord très désorganisé. Si vous prenez de Mobutu jusqu'à aujourd'hui, vous verrez que les seuls partis au pouvoir qui est très désorganisé comme l'IDPS n'existe pas. On avait un père, ce n'était pas aussi désorganisé que celui-ci. On avait le PPRD, ce n'était pas aussi désorganisé que celui-ci. Comment voudriez-vous expliquer un parti au pouvoir qui va faire une marche pour soutenir des sanctions contre un ancien président de la République? Cependant, sur le plan de vie sociologique, si nous devons parler des sanctions contre Kabila,
qui est sanctionné par les trésors américains. Mais parmi les gens avec qui l'IDPS a fait des alliances, nous notons la présence des gens comme Bochab, des gens comme Mende. Ce sont des gens qui ont aussi été, ils sont sous les sanctions. Mais pendant qu'ils sont dans des postes, ils sont reconduits. C'est une contradiction flagrante. Sur le point de vue sociologique, je pense qu'on devait avoir la retenue. Et du point de vue parti au pouvoir, on ne pouvait pas descendre dans la rue pour soutenir une telle affaire. Parce que dans une année ou une année et demie, M. Félix Tshisekedi deviendra un ancien président. Restons dans ces sanctions des États-Unis contre l'ancien président de la République démocratique du Congo pour son soutien à la rébellion du M23 AFC dans la partie est de la République démocratique du Congo. Les sujets continuent toujours à susciter de vives réactions de Congolais et Congolais. Pour Glory Kaninda, il s'agit d'une pression contre le mouvement rebelle qui menace les intérêts des Américains en RDC. Élisée Mikaba, qui déteste par contre l'impunité envers le rebelle, relève quelques failles au point de vice justice se penchant sur la condamnation de l'ancien président. Je vous propose de suivre cet extrait. Et lorsque l'Amérique estime que voilà, Kabila est un élément en fait, qui est là pour s'aimer la déstabilisation, non seulement dans le pays par sa collaboration avec les rebelles de FCM23, mais il est également un danger pour les intérêts des États-Unis d'Amérique. Et donc là, les États-Unis d'Amérique ont pris une résolution assez formelle, en tout cas de leur part, et de défendre leurs intérêts. Mais il est aussi très important pour nous, Congolais, de nous demander si qu'est-ce que ces sanctions-là apportent réellement par rapport à nos intérêts à nous. Parce que les États-Unis vont défendre leurs intérêts, nous également, nous défendons nos intérêts. Et nous, aujourd'hui, ce que nous voulons que ces rebelles puissent quitter notre territoire, qu'ils puissent libérer les zones qu'ils occupent et que l'on puisse rétablir l'autorité de l'État. Et ça, peu importe qu'il y ait sanction ou pas, c'est ce que nous voulons. Nous soutenons le fait que dans la démocratie, on ne doit pas avoir l'impunité. Quand quelqu'un décide de se comporter outre la loi, il doit être ramené à l'ordre, sanctionné, et selon ce qui prévoit la loi. Mais de l'autre côté, cela relève aussi des fois de notre légèreté dans la manière de traiter les affaires d'État. Parce que le Joseph Kabila, qui est aujourd'hui condamné par rapport au rapport des Américains, il y a eu un procès sur le Joseph Kabila. Et ça aurait été plus bénéfique pour nous d'avoir une condamnation au niveau interne et ensuite avec des éléments qui prouvent à suffisance que M. Joseph Kabila est derrière les rebelles de M23. Au lieu de s'attendre à des communiqués peut-être qui ne donnent pas son fondement, mais qui donnent juste des interdictions de ci, des interdictions de ça, des sanctions sur ceci, sanctions sur cela. Parce que ce n'est pas la première fois qu'il y a des sanctions. Rappelez-vous, même lorsque Joseph Kabila était encore au pouvoir, il y a des dignitaires qui ont été sanctionnés. Et pour cette année 2026, le Vatican s'est associé aux journalistes pour marquer l'événement d'un ocre indélébile. Et le pape Léon XIV a à l'occasion d'énoncer dimanche 3 mai à la basilique Saint-Pierre de Rome les atteintes persistantes sur la liberté de médias, tout en rendant hommage aux journalistes tombés en zone de conflit. La Fontaine Cabane, reportage. C'est l'esprit qui vous... S'exprimant après sa prière dominicale place Saint-Pierre, le souverain pontife a rappelé combien un journalisme libre, indépendant et responsable demeure indispensable au débat public. Il a également insisté sur les menaces qui s'intensifient contre les professionnels de l'information et sur les obstacles qui compliquent l'accès à une information fiable. Cette journée portée par l'UNESCO défend un droit fondamental, celui de pouvoir informer et être informé. Toutefois, pour le pape, ce principe demeure trop souvent bafoué, soit de manière ouverte, soit à travers des formes plus discrètes de pression, de censure ou d'entrave. Pour Léon XIV, les atteintes prennent diverses dimensions. Certaines sont immédiates et spectaculaires, d'autres se manifestent de façon plus insidieuse. Dans tous les cas, elles affaiblissent le travail des journalistes et fragilisent la mission même de l'information. Le pape a aussi honoré la mémoire des reporters morts alors qu'ils couvraient des conflits ou
qu'ils étaient confrontés à des violences. Il a salué le courage de ces femmes et de ces hommes qui risquent leur vie pour témoigner et informer. Enfin, il a invité les fidèles à se souvenir de ces journalistes tombés en mission, particulièrement dans les régions en guerre. En réaffirmant son soutien à la liberté de la presse, Léon XIV a lancé un appel à défendre les droits fondamentaux et à reconnaître les rôles essentiels du journaliste. Toujours dans la liberté de presse en République démocratique du Congo, acquise ou illusion, tandis que Pedro Mwenzani, cadre du RCC, dénonce des journalistes en exil et des arrestations sous les régimes Tshisekedi. Rocky Congolo de la force défensive IDPS soutient au contraire que la liberté d'expression n'a jamais été aussi grande et dépasse celle de tous les autres pays d'Afrique. Des visions qui s'affrontent. Jossar Liboula vous propose d'écouter leurs arguments tout à tour dans cet extrait. Merci beaucoup. La liberté de la presse en RDC, telle que ça a évolué, du point de vue personnel, je trouve que nous sommes en régression. Tout simplement parce que sous le régime de M. Félix Tshisekedi, Antoine, il y a des journalistes qui sont menacés d'exercer leur profession si vous n'avez pas l'obédience de l'IDPS, si vous n'avez pas les couleurs de l'IDPS ou si vous ne côtoyez pas les gens du pouvoir, vous ne pouvez pas fonctionner à toute liberté. À l'occurrence, il y a M. Perrault Louara, c'est un journaliste, l'un de vos professions, qui est aujourd'hui en exil. Il est pourchassé, pourquoi? Parce que la liberté de la presse n'est pas garantie dans ces régimes. Ça c'est des 1, de 2. Vous prenez des gens comme Madame Bibi Kapinga, elle est de votre profession, elle est en exil. Pourquoi? Parce que la liberté de la presse n'est pas garantie dans ces régimes. On opprime, on est en train de tout faire pour que la presse ne puisse pas rendre l'information, donner la parole à tout le monde, sinon à l'opposition. Parce que dans une démocratie, il y a la majorité, il y a l'opposition. Et la seule manière pour laquelle, les opposants peuvent s'exprimer, c'est au travers de la presse. C'est lorsque la presse est libre d'exprimer son opinion dans le respect des lois du pays. Alors, quand nous prenons le cas général, vous trouverez que dans plusieurs pays à vieille démocratie, les journalistes exercent son métier librement et tant qu'il est dans les lois, tant qu'il respecte les lois du pays, il n'est pas inquiété, c'est bon. Mais dans les pays comme le nôtre ici, quand nous regardons depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, vous verrez qu'il y a des soucis. Et surtout que sous le règne de président Félix Antoine Tshisekedi, vous verrez que parce qu'il y a l'excès de liberté, ça devient aujourd'hui des libertinages. Et vous verrez que les gens qui se proclament des communicateurs, qui se proclament proches d'eux, ils commencent à en abuser. Ils vont au-delà même de la liberté d'expression pour commencer à insulter les gens, commencer à diffamer les gens, commencer à dire des histoires qui n'ont pas de soubassement. C'est ainsi que nous appelons au pouvoir public de pouvoir quand même faire un effort pour régler cette situation parce que ça ne va pas dans notre pays. Cette fois-ci, nous parlons de la liberté de la presse dans un auditoire où le futur journaliste doute déjà de pouvoir exercer librement leur métier. Ces mesures d'urgence, si se conforment à informer, il ne croit pas, qui fera vivre la démocratie demain. Le défi n'est plus seulement politique, il est également générationnel. Les étudiants déplorent le fossé entre la théorie et la pratique. Écoutons dans cet extrait d'interview. La liberté de la presse au Congo, moi je crois que c'est une façon pour tout le monde de pouvoir dire ce qu'il faut, quand il faut, et de ce qui se passe en vrai. Parce qu'il y a parfois des choses qui se passent, les gens n'ont pas cette possibilité de le dire. Mais moi, je pense que la liberté de la presse nous donne cette possibilité de pouvoir dire ce que nous pensons, ce que nous voyons, de dénoncer. Comparativement à d'autres pays,
On voit qu'aujourd'hui, les journalistes ont du mal à parler de ce qui est la vérité. Parce que, premièrement, les informations, ça doit être vrai. Alors, on nous empêche parfois de dire vrai, il faut démentir pour couvrir le pays. Et on a parfois peur parce qu'on va se faire prendre par de personnalités politiques. On craint un peu de la mort, voilà. Il y a des journalistes qui se font tuer parce qu'ils ont dit la vérité. Bon, ma lecture sur la liberté de la presse, il s'agit justement de donner aux journalistes, c'est-à-dire à ceux qui pratiquent ces métiers plutôt, d'avoir cette liberté, d'avoir accès à l'information et aussi à publier les informations nécessaires. Les journalistes sont mal à l'aise, mais la liberté de la presse donne l'occasion à un journaliste d'avoir la possibilité d'affronter même les endroits risquants pour avoir cette information-là et donner au public. Nous savons très bien que non, les métiers sont très difficiles. Parfois, les gens disent que le journaliste est facile, mais c'est à trop d'exigences. Aussi, c'est la vie des risques. Nous avons droit de prendre le risque parce que non, la population d'abord a besoin d'être informée et c'est à nous de les faire. Et aussi, si vous avez cette inspiration-là de travailler, vous devez prendre les risques. Grande échéance fiscale du 30 avril, la Direction générale des impôts, DGI, réalise des exploits. Les assignations budgétaires pour cette année 2026 ont été atteintes et dépassées grâce à la Direction générale de grandes entreprises, DGE, qui a réussi ces jours. Le ministre de Finances, Doudou Fambali Koundé, accompagné du directeur général de la régie, Bernabé Mwakadi Mwamba, afin de s'enquérir du niveau de mobilisation de contribuables concernés du bon déroulement des opérations du dépôt de déclaration fiscale. Sadri Bachala pour le reportage. À l'échéance fiscale du 30 avril 2026, concernant l'impôt sur les bénéfices et profits, IBP, impôt mobilier, IM, et l'impôt spécial sur les profits excédentaires, ISPE, la DGI, sous le leadership du directeur général Barnabé Mwakadi Mwamba, met de nouveau tout le monde d'accord. Poussant ainsi le ministre des Finances, Doudou Fambali Koundé Botaï, à témoigner au moyen des chiffres concrets et féliciter tout de même la Direction générale de grandes entreprises DGE, porteuse des ambitions de la DGI. Et je suis très heureux ce soir d'annoncer que sur les 3 000 milliards, 400 milliards de francs congolais de recettes qui ont été assignés à la Direction générale des impôts, nous avons réalisé 3 000 milliards 500, donc nous avons dépassé les assignations. Et coup de chapeau à la Direction générale des grandes entreprises qui a été en mesure de porter les ambitions de la Direction générale des impôts. Ces prouesses ne sont pas les fruits du hasard, malgré les contraintes rencontrées par le ministère des Finances en 2025. Le point culminant a été atteint. La fin de l'année 2025 n'a pas été facile pour nous au niveau du ministère des Finances en matière de mobilisation des recettes, mais également ces premiers trimestres de l'année 2026. Vous savez que nous exerçons notre travail sous plusieurs contraintes et notre banque centrale a mis en œuvre une politique monétaire prudente qui a abouti à une forte décélération du rythme de formation des prix intérieures. Aujourd'hui, nous avons une inflation qui tourne autour de 2,3% au bénéfice de nos populations. C'est grâce surtout aux réformes majeures instaurées par l'Argentier national, notamment le dialogue entre les opérateurs économiques pour mobiliser les recettes. Pour que la politique budgétaire puisse suivre le rythme de la politique monétaire qui a été mise en œuvre. Cela n'a pas été facile. Nous avons dû mettre en place plusieurs réformes, dont des mesures phares qui nous ont aidés à mitiguer les risques et à exercer une meilleure mobilisation des recettes. Ces exploits de la DGI ne seraient palpables sans l'implication ferme et déterminative des agents et cadres de cette entreprise publique mobilisatrice des recettes fiscales. Je tiens à dire grandement merci à Dieu pour sa grâce qu'il nous a accordée. Ça ne dépend pas de nous. C'est lui qui nous a donné l'intelligence et la sagesse, qui nous a réconfortés pour qu'à ce jour, nous vivons vraiment une situation qui est meilleure pour la République. Donc nous aurons à donner au gouvernement plus ou moins 1,5 milliard de dollars. Donc l'argent frais qu'on va donner au gouvernement. Ce n'est pas qu'on a emprunté avec des conditions, rien du tout. Donc la DGI, à elle seule, va donner au gouvernement 1,5 milliard de dollars. Donc vous comprenez vous-même pourquoi je dois être très content. Vraiment, que Dieu
bénisse tous les personnels de DGI, que Dieu bénisse aussi le ministère qui nous a assistés, parce que tout cela, nous sommes arrivés par le soutien du ministère, aussi par le soutien de la FEC, qui nous a bien compris. Et aujourd'hui, voilà pourquoi je suis heureux de voir un bon résultat. Et grand merci à tous les personnels de la DGI pour leur effort, leur esprit d'abnégation. Prenez connaissance de ces communiqués du ministère des Finances relatifs à la mobilisation accrue de recettes effectuées par le régime financier, notamment la Direction générale de douane et assises DGDA, la Direction générale des impôts DGI et la Direction générale de recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation DGRAD. Communiqué officiel, numéro référence 008-cab-mine-finance-DIRCAB-2026. Son Excellence, Monsieur le Ministre des Finances, informe l'opinion nationale que les recettes intérieures réalisées au cours du mois d'avril 2026 sont de l'ordre de 4,754,8 milliards de francs congolais. Elles représentent 103% des prévisions du mois, lesquelles s'est chiffré à 4,635,2 milliards de francs congolais. Comparé au mois d'avril 2025, dont les recettes mobilisées s'est chiffré à 4,43,4 milliards de francs congolais, il se dégage entre les deux périodes une augmentation de 18% en monnaie nationale et de 38% en dollars américains. Ces recettes se répartissent comme suit. DGDA, 663 milliards de francs congolais, soit 108% par rapport à une prévision de 614,1 milliards de francs congolais. DGI, 3,538,4 milliards de francs congolais, soit 101% par rapport à la prévision de 3,489,7 milliards de francs congolais. DGRAD, 533,3 milliards de francs congolais, soit 104 par rapport à la prévision de 531,3 milliards de francs congolais. Ces performances en matière de recettes sont principalement portées au niveau de la DGDA par les recettes supplémentaires issues de la fiscalité pétrolière consécutivement à l'exclusion des sociétés minières de la subvention pétrolière. Au niveau de la DGRAD, par l'effort des services et les retombées des missions de contrôle sur place effectuées dans le secteur de l'environnement et développement durable. Au niveau de la DGI, par des paiements conséquents du solde de l'impôt sur les bénéfices et profits IBP à l'échéance fiscale du 30 avril 2026, induit particulièrement à deux mesures phares mises en œuvre par le gouvernement à travers le ministre des Finances afin de mitiger les risques en matière de mobilisation des recettes dans un contexte nécessité par la coordination des politiques monétaires et budgétaires. Il s'agit de l'institutionnalisation du dialogue prédéclaratif. Instauré dans la loi des finances de l'exercice 2026 à l'article 18, ce dialogue entre les assujettis et l'administration fiscale à la veille des déclarations d'impôts, principalement pour l'échéance d'avril, s'inscrivait dans l'objectif d'améliorer le climat des affaires, d'anticiper la dissimulation des informations nécessaires lors des déclarations, de prévenir le redressement fiscaux éventuels coûteux aux entreprises et de mobiliser un maximum de recettes. La neutralité fiscale face aux fluctuations du taux d'échange. Fixé par l'arrêté ministériel numéro 029 du 31 mars 2026 portant modalité de conversion en monnaie nationale de l'impôt sur les bénéfices et profits dû au titre des revenus de l'exercice 2025, cette mesure contraignait ainsi les assujettis à déclarer leurs revenus et à imputer leurs acomptes dans la même monnaie de la tenue de leur comptabilité tout en payant les soldes en monnaie nationale. Le ministre des Finances, son Excellence Doudou Roussel Fouambalikunde Libotaï, salue le sens des responsabilités et des civisme fiscal des opérateurs économiques qui se sont confrontés aux prescrits des textes, notamment les grandes entreprises du secteur minier qui ont participé à ces dialogues prédéclaratifs. Il salue la bravoure des experts et cadres de toutes les régies financières pour les efforts fournis et les exhorte à poursuivre cet élan afin de doter le gouvernement des ressources financières conséquentes pour la mise en œuvre de son programme d'action, lesquels découlent des 6 engagements de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Fait à Kinshasa le 30 avril 2026, Alain Malata Kafunda, directeur des cabinets. Voulez-vous devenir journaliste professionnel en République démocratique du Congo et partout ailleurs? C'est très simple. Contactez les bureaux d'APIC. Pour la première fois en République démocratique du Congo, un centre qui forme les journalistes professionnels au standard international
Venez vite vous inscrire. L'Action pour la promotion de la presse indépendante au Congo, APIC, vous offre une opportunité pour votre avenir. L'APIC forme des journalistes sur la radio, la télévision et la presse écrite. Il s'agit d'une formation de très haut niveau professionnel, assurée par des professeurs d'université et par des journalistes étrangers. Avec cette formation accélérée que donne l'APIC, vous pouvez travailler comme journaliste partout à travers le monde, dans des pays francophones, anglophones, arabes et autres. À la fin de la formation, un stage professionnel est obligatoire. Surtout, vous qui n'êtes pas encore journaliste, venez à la hâte vous inscrire pour suivre cette formation de qualité supérieure. L'APIC est reconnu comme un haut lieu du savoir en journalisme, même aux États-Unis d'Amérique. Avec la formation de l'APIC, vous devenez journaliste professionnel. Cordial bienvenue. Avec APIC, vous pouvez également écrire et parler correctement la langue anglaise. Pour plus de détails, suivez ces plus beaux reportages et retrouvons-nous juste après. Pour la première fois en République démocratique du Congo, un centre qui forme les journalistes professionnels au standard international. Venez vite vous inscrire. L'Action pour la promotion de la presse indépendante au Congo, APIC, vous offre une opportunité pour votre avenir. L'APIC forme des journalistes sur la radio, la télévision et la presse écrite. Il s'agit d'une formation de très haut niveau professionnel, assurée par des professeurs d'université et par des journalistes étrangers. Avec cette formation accélérée que donne l'APIC, vous pouvez travailler comme journaliste partout à travers le monde, dans des pays francophones, anglophones, arabes et autres. À la fin de la formation, un stage professionnel est obligatoire. Surtout, vous qui n'êtes pas encore journaliste, venez à la hâte vous inscrire pour suivre cette formation de qualité supérieure. L'APIC est reconnu comme un haut lieu du savoir en journalisme, même aux États-Unis d'Amérique. Avec la formation de l'APIC, vous devenez journaliste professionnel. Cordial bienvenue. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette grande édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvons-nous la semaine prochaine avec le nouveau numéro. Ce journal vous a été proposé par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.